Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous ce midi. On va vous présenter aujourd'hui notre nouvelle carte narrative sur les trois petits lacs à Stoneham. Pour les gens de la région, c'est probablement un endroit que vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler. Je commence par me présenter. Mon nom est Mélanie, je suis responsable des cartes narratives chez Agiro. Je fais aussi beaucoup de photos, je suis impliquée dans les communications et aussi dans l'administration. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir deux invités pour nous présenter la carte narrative. Il va y avoir M. Piette, M. Vincent Piette, qui est président de l'Association des Trois-Petits-Lacs, et aussi mon collègue Maxime, qui est chargé de projet dans l'équipe de l'hymnologie chez Agiro. Et juste avant de commencer, j'aimerais vous montrer comment on accède aux cartes narratives si jamais vous n'êtes pas familier peut-être avec notre site Internet. Donc, je vais vous montrer ça ici. En fait, vous allez sur notre site Internet, agiro.org, et dans la section « Apprendre », vous avez « Cartes narratives » et vous allez tomber dans notre bibliothèque qui comprend toutes nos cartes narratives. Comme vous voyez, celle des Trois-Petits-Lacs, c'est la nouvelle carte, elle se trouve au début. Mais vous allez voir, il y a plein de sujets super intéressants, on en sort régulièrement. Donc, ça va nous faire plaisir si vous allez visionner un peu et nous donner vos commentaires. Donc, sans plus attendre, je vais joindre à la conversation M. Piette, qui va débuter la présentation de la carte narrative ce midi. Merci Mélanie et bonjour à tous. Alors, je veux d'abord remercier Agiro de m'avoir invité à participer à la présentation, au lancement de cette carte narrative. Cette magnifique carte narrative, je dois dire, et je leur rends total crédit, c'est leur réalisation entière. Tout ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que cette carte est tout à fait fidèle à ce que notre association connaît de ce qui se passe aux Trois-Petits-Lacs depuis 49 ans qu'elle existe. Alors, en termes de localisation, où sont les Trois-Petits-Lacs? Eh bien, et ça se situe vraiment dans la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Shrewsbury. Alors, c'est à 8 km au nord de Stoneham et à 2 km tout près de Shrewsbury, de la vallée de la Jacques-Cartier. Et donc, ça appartient davantage, si on peut dire, au canton de Shrewsbury, ou ce qu'on appelle effectivement là, le hameau de Shrewsbury. Alors, pour ceux qui sont habitués, par exemple, d'aller à la station touristique de Stoneham, au lieu de tourner, de passer par le village, quand vous quittez l'autoroute, vous continuez tout droit et Shrewsbury est très bien indiqué. Géographiquement parlant, ça se situe vraiment dans le haut bassin versant nord du lac Saint-Charles. C'est en quelque sorte avec le lac Lagon tout près, là, des lacs de tête. Alors, tout finit par aller dans le lac Saint-Charles. Un bref historique, en fait, pour arriver aux premiers temps d'occupation humaine qui ont pu avoir de l'influence sur l'environnement naturel du secteur, je vais très rapidement. Il faut savoir que ce territoire-là a été concédé par le gouvernement britannique quand il est dénommé Cooper en 1803. Je le dis parce que depuis ce temps-là, les lacs sont restés des lacs privés, même s'ils ont changé quelques reprises de propriétaire. Et on sait dans nos archives, on en a de 1910-1920, que pendant plusieurs décennies, le territoire a été loué à un club de chasse et pêche de Québec. C'est seulement à peu près dans l'époque là, du développement vraiment plus intensif de Stoneham, qui a été créé vers 1850, qui a commencé à avoir des gens qui se sont construits dans ce secteur-là. Alors, on peut dire qu'il a commencé à y avoir du lotissement vers 1930, 1940, et c'est là que nous, les humains, on a commencé à s'installer un petit peu plus là et faire des routes, puis ce qu'on appelle aujourd'hui imperméabiliser le secteur. Alors, à la naissance de l'association en 1973, il y avait à peine 33 chalets, occupés pour la plupart seulement l'été. Aujourd'hui, on est rendu à une centaine d'habitations, dont 60% pourraient être qualifiés de maisons, ce sont des résidents permanents. Alors, et une quarantaine de chalets utilisés à l'année. Alors, la charge domestique sur les lacs est beaucoup plus importante aujourd'hui pour le même nombre d'habitations, entre autres parce que les gens sont plus permanents. Alors, il a commencé à avoir des analyses de qualité de l'eau des lacs en 1974. La première a été par l'organisme Centro de l'Université Laval, organisme qui existe tout à fait encore aujourd'hui, un magnifique organisme. Et dans la cinquantaine d'années qui a suivi, il y a eu 9 analyses de qualité de l'eau. Mais les plus sérieuses ont été faites par l'organisme Agiro, ou l'APEL, comme on l'appelait auparavant, avec un premier diagnostic complet en 2002.
un second en 2007 et un troisième en 2017. Les deux derniers faits environ avec la même méthodologie. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un vieillissement prématuré des lacs. Ce sont des lacs habités. Alors, c'est là qu'on a commencé à voir un petit peu plus l'effet anthropique sur la nature environnante. Alors, les premières recommandations des biologistes d'Agiro, entre autres en 2017, c'était de cesser de construire ce secteur, cesser de le déboiser. En réalité, il y a très peu de l'eau constructible. Il reste très peu de l'eau constructible. On est à 30 minutes de Québec. À peu près tous les terrains ont été vendus. Alors, le territoire est occupé. Alors, le défi pour nous, là, maintenant, c'est de stabiliser la situation, puisqu'il n'y aura pas tellement d'ajouts d'habitation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par petit lac, les caractéristiques physiques? De quoi il s'agit quand on parle des trois petits lacs? Alors, leur nom l'indique très bien. C'est vraiment 3 petits lacs en surface. Je vous dirais qu'on met une comparaison dans la carte narrative et j'aime beaucoup ça, l'équivalent de 30 terrains de soccer ou de 232 piscines olympiques. Pour ceux qui connaissent ce secteur, c'est à peu près la moitié de la surface du lac Beauport ou environ la même surface que le lac Durand ou que le lac de l'Age. Ces lacs-là sont situés dans une vallée, dans un bassin versant de 6 km². Et ils ont 6 tributaires, 6 affluents. C'est dans une vallée, donc c'est des affluents qui arrivent des montagnes et qui s'écoulent. On appelle ça la charge des lacs. Et la décharge, elle, il y en a une seule, un effluent qui s'appelle la rivière des Trois-Petits-Lacs et qui se déverse dans la rivière Huron, 10 km plus bas, tout en récoltant au passage l'effluent du lac Durand de Vermont-sur-le-Lac. Alors, les lacs eux-mêmes, on les dit fragiles. Il y a des lacs plus robustes que d'autres. Ce lac-là est fragile, ces lacs-là, parce qu'il y a une très faible profondeur d'eau. En moyenne, je vous dirais, on dit dans la carte narrative qu'il y a quelques fosses de 10-11 mètres, mais en moyenne, là, on parlerait d'un 2 mètres d'eau. Alors, ça les rend très, très fragiles. Si on enlevait 1 mètre d'eau, on perdrait probablement 25% de la surface des lacs demain matin. Alors, c'est pour ça qu'on les dit fragiles. Ils ont un très faible volume d'eau. Le temps de renouvellement de l'eau, par contre, par le fait même, est assez rapide. Le premier lac, c'est de 7 jours et le troisième lac, un petit peu plus au nord, on parle de 77 jours. Alors, ça a un côté positif, ce temps de renouvellement-là, s'il y a pollution ou quoi que ce soit, mais le temps de résidence de l'eau est quand même très court. Par contre, la faible profondeur de l'eau fait en sorte que l'eau réchauffe rapidement. Et c'est des lacs qui sont vraiment vulnérables au changement climatique qui viennent. On sait qu'on va avoir à peu près la même quantité de précipitations. C'est déjà commencé, mais distribué tout autrement. Des périodes de sécheresse suivies de fortes ondées. Alors, dans les périodes de sécheresse, c'est des lacs qui vont se réchauffer rapidement, qui vont s'évaporer. L'eau va réchauffer, ça ne sera pas propice du tout à la faune et la flore. Et dans les périodes de fortes pluies, on est dans une vallée. Aussitôt que le sol est saturé, là, il y a érosion du sol, apport de sédiments au lac, malgré tout ce qu'on peut faire, parce que l'eau descend très rapidement. Alors, c'est une certaine vulnérabilité au changement climatique qu'il faut prévoir déjà, dont il faut déjà s'occuper. En termes d'occupation de sol, maintenant, tout à l'heure, je vous disais que les humains fréquentaient le territoire depuis une centaine d'années. En fait, le territoire est quand même demeuré forestier à 90%. Je vous dirais, grâce aux efforts de la municipalité, encore récemment pour le contrôle de la coupe de bois du côté du versant est des lacs, du bassin versant, grâce à Giro, qui non seulement des diagnostics, mais qui procède à des interventions préventives sur notre secteur, grâce aux propriétaires forestiers locaux, aux propriétaires locaux, et j'ajouterais même grâce à la Ville de Québec qui a acquise il y a une couple d'années pour fin de conservation une partie du versant ouest des Petits Lacs. Alors, c'est vraiment une zone privée, c'est une zone de conservation, c'est inaccessible aux gens et c'est favorable à... Ça a été fait, cet achat-là, vous verrez personne de la Ville de Québec là, ça a été fait pour préserver le lac Saint-Charles. Et je vous dirais en premier lieu, préserver la qualité de l'eau de tous les gens qui puisent l'eau à partir de là jusqu'au lac, qui puisent l'eau dans le sol. Tous les propriétaires, ils sont nombreux, qui ont des puits artésiens. Alors, c'est une intervention qui est très favorable immédiatement aux gens qui vivent entre les Trois-Petits-Lacs et le lac Saint-Charles. Et évidemment, c'est un apport d'eau qui est davantage de qualité quand on arrive au lac Saint-Charles.
Alors, donc, la surface vraiment imperméabilisée là, actuellement là, par les routes, les coupes forestières, les toitures, les entrées de cours, etc., là, c'est à peine de 2,5 %. Mais il faut faire attention à ces valeurs-là parce que ce 2,5 % là se retrouve assez proche du lac. Alors, c'est le résultat du fait que les chemins ont été construits proche du lac. Alors, il y a ce qu'on appelle des pressions anthropiques, c'est-à-dire que l'avenir de l'écosystème des lacs dépend des pressions exercées par les humains. Et parmi les pressions les plus importantes, c'est certainement la présence d'installations septiques autonomes. Alors, c'est ce que nous ont dit les spécialistes. Alors, pourquoi? Ben, d'une part, le sol du secteur est assez particulier. Il est peu propice à la filtration ou à l'épuration naturelle ou biologique du rejet des humains. Je pense surtout des déchets organiques, des matières organiques. Alors, le sol est fait d'une mince couche de til sableux, du sable, tout de suite suivi à moins d'1 mètre de profondeur, puis on le sait quand on creuse, là, tout de suite suivi d'un roc fracturaire à travers lequel l'eau s'écoule très, très facilement vers la nappe phréatique et vers les eaux souterraines, les aquifères qui suivent. Alors, donc, si on pollue à la surface très rapidement, le pouvoir de rétention, le sol est très, très perméable. Alors, ça peut se ramasser très rapidement dans les eaux souterraines et affecter, entre autres, l'eau des puits artésiens, l'eau potable que les gens puisent en profondeur. Alors, ce ne sont pas les seuls liquides là, qui peuvent affecter l'eau. Je pense entre autres au sel de voirie qui, une fois dissous, tôt ou tard, se ramasse dans le lac via les effluents. Alors, le sol est très perméable. Ça peut devenir une source de pollution importante pour la nature. Alors, il y a très peu d'épandage de sel de voirie par la municipalité ou par le MTQ, parce que la route 371 passe tout proche, à cause de ça. Il y a aussi dans les pressions anthropiques les espèces exotiques envahissantes, ces plantes, la plante zombie, le Myriophylle aipi, alors qui peut être introduit, il ne l'est pas encore, on a une vigie très intense. Il peut être introduit par le fait que des embarcations qui ont navigué sur un lac contaminé, comme le lac de Lage ou le lac Saint-Charles, ensuite transporté pour la pêche ou d'autres raisons sur Poix-Petit-Lac, ça ne prend seulement qu'une petite bouture pour coloniser le lac très rapidement et après ça, c'est très difficile à contrôler. Dans les autres pressions anthropiques, je vous dirais qu'il y a toujours le maintien en plus de conformité possible de la bande riveraine. Alors, on a assez bien réussi au fil des 49 dernières années avec la collaboration des propriétaires. Je vous dirais que les derniers estimés, il y a à peu près un 15 % de bandes riveraines qui ne sont pas suffisamment aux normes et on ne peut plus se permettre ce 15 % dans le futur compte tenu de la dégradation du lac. Donc, les gens vont faire des efforts, il n'y a pas de doute. Le but, c'est de stabiliser la situation et ça va être le fruit des efforts des individus qui vivent localement, qui fréquentent ce territoire-là, et aussi des collectivités municipales, gouvernementales, etc. La contribution continue de la municipalité au contrôle de la situation. Alors, ce sont les principales pressions anthropiques qu'on peut identifier ces années-ci. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions dans la seconde partie s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci, M. Piette. Après nous, cette très bonne l'historique des trois petits lacs, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, si l'on veut, avec la dernière diagnose qui a été faite donc en 2007 aux trois petits lacs, afin donc de vous présenter finalement l'état de santé du lac et également son évolution au cours des dernières décennies. On va commencer d'abord par parler des plantes aquatiques. Il faut savoir que les herbiers aquatiques sont un très bon indicateur des apports en nutriments pour un lac. Pour faire simple, si on schématise la chose, plus un lac reçoit des nutriments depuis son bassin versant, donc plus celui-ci devient riche en nutriments, plus les herbiers aquatiques qui se développent dans le lac vont être importants, que ce soit en termes de surface colonisée, mais aussi en termes de densité. Aux trois petits lacs, vous pouvez voir ici les deux cartes présentes entre 2007 et 2017, on peut voir que la surface colonisée par les herbiers aux trois petits lacs a sensiblement augmenté. En 2007, c'était environ 16 % du lac qui était colonisé par les herbiers, et en 2017, on est monté à 40 %. Donc cela laisse suggérer que dans cet intervalle de 10 ans,
entre 2007 et 2017, les trois petits lacs ont quand même connu un enrichissement assez significatif en nutriments pour permettre à ces habits de se développer davantage. Cependant, sur les 14 espèces de plantes aquatiques qu'on a pu dénombrer aux trois petits lacs, eh bien, les espèces dominantes sont majoritairement des espèces typiques de lacs oligotrophes. Ainsi, si on prend l'Éricolon septangulaire, qui est vraiment l'espèce dominante des trois petits lacs, si on regarde également le rubani flottant, la sagittaire graminoïde ou encore l'urticulaire commune, ce sont vraiment des plantes typiques de milieux pauvres en nutriments. Cela les a suggéré que même si, au vu des herbiers, le lac s'est légèrement enrichi entre 2007 et 2017, il reste malgré tout à un stade assez pauvre en nutriments, ce qui est une bonne nouvelle. Autre très bonne nouvelle, c'est que toutes les espèces de plantes qu'on a pu dénombrer aux trois petits lacs sont des espèces indigènes. Aucune espèce exotique envahissante n'a été observée et on croise les doigts pour que cela continue. Monsieur Piet l'a déjà mentionné, effectivement, l'ennemi numéro 1 pour l'instant au Québec, c'est le Myriophylla hippie. Donc il est vraiment essentiel que les trois petits lacs restent protégés de cette espèce envahissante et donc par là même l'importance, si on prend effectivement des embarcations pour aller sur différents lacs au Québec, de bien veiller à les nettoyer après chaque sortie afin de s'assurer qu'il n'y a pas de passagers clandestins dans nos embarcations. Autre aspect de la diagnose, c'est l'aspect des cyanobactéries, ou autrement appelées les algues bleues. Aux trois petits lacs, en 2017, on n'a pas observé de bloom ou d'efflorescence de cyanobactéries, ce qui est une très bonne nouvelle. Malgré tout, elles sont présentes, et certains des genres présents sont des genres qui ont la capacité de produire des toxines, potentiellement. Heureusement, leur nombre est largement insuffisant pour vraiment créer des problèmes de santé, que ce soit pour l'homme ou pour la faune, mais malgré tout, c'est à surveiller. D'où l'importance, effectivement, de mettre en place une vigilance. Et d'ailleurs, à ce sujet, si jamais vous êtes, en tant que riverain d'un lac, que ce soit les Tortue-Lac ou d'autres lacs d'ailleurs, dans la région, si vous êtes témoin d'efflorescence de telles algues, si vous voyez une grosse masse verdâtre, bleuâtre qui se développe en surface de votre lac, n'hésitez surtout pas à le signaler ou à nous contacter directement à nos bureaux ici chez Agiro. Pour ce qui est maintenant de l'état trophique du lac, alors il faut savoir que naturellement, un lac, au cours de son existence, au cours de sa vie, il va s'enrichir en nutriments. On parle alors du vieillissement d'un lac. Dans le fond, quand un lac se forme, se crée, il est en général une eau très claire, cristalline, avec très très peu de nutriments. On parle alors d'un lac qui est ultra oligotrophe. Et au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure que le lac vieillit, en quelque sorte, cela prend des siècles, des millénaires, voire plus, eh bien, le lac va peu à peu s'enrichir en nutriments à force de recevoir les apports externes venant de son bassin versant. On parle alors du phénomène d'eutrophisation qui est donc naturel. Cependant, à cause de l'activité humaine, quand maintenant on commence à urbaniser dans un bassin versant dans un lac, à faire de l'agriculture, à développer finalement des activités, qu'elles soient industrielles, commerciales, résidentielles, peu importe, finalement, en fait, on imperméabilise ces sols. Et ce qui fait qu'on augmente les apports en nutriments depuis le bassin versant vers le lac. Et donc, finalement, on accélère son vieillissement, on accélère son eutrophisation. Et malheureusement, les trois petits lacs ne font pas exception à cette règle-là. Si on regarde en 2007, les indicateurs qui avaient été mesurés aux trois petits lacs indiquaient qu'il était classé comme étant oligotrophe, c'est-à-dire pauvre en nutriments. Et on constate qu'en 2017, les trois petits lacs se dirigent vers un état oligomésotrophe, un état de transition vers un lac qui serait donc plus riche en éléments nutritifs. La qualité d'eau reste malgré tout bonne, mais oligomésotrophe, ça reste quand même relativement pauvre en nutriments comparé à d'autres lacs, mais cela montre quand même que la qualité de l'eau se détériore, et c'est quand même détérioré de manière significative sur 10 ans, entre 2007 et 2017. D'où l'importance effectivement de bien surveiller dans le futur l'évolution de la santé des trois petits lacs et aussi de mettre en place d'éventuelles mesures de mitigation pour assurer la préservation de la qualité de l'eau des trois petits lacs. Pour ce qui est de l'état des rives, en 2007,
plusieurs secteurs autour des 3 petits lacs ont été des rives relativement artificialisées. Et 10 ans plus tard, on est très content de constater que la plupart de ces problématiques ont été réglées. Vraiment, les efforts de sensibilisation ainsi que les campagnes de reboisement ont réellement porté leurs fruits. Aujourd'hui, c'est environ 81% des bandes riveraines qui remplissent adéquatement leurs fonctions écologiques et qui ainsi protègent de la meilleure manière possible les 3 petits lacs. Il reste malgré tout encore certains secteurs avec des rives qui sont enrochées ou artificialisées. Et dans le meilleur des mondes, effectivement, si on veut vraiment que la bande riveraine soit à son maximum d'efficacité, c'est là effectivement qu'il faudra mettre certains efforts dans le futur. Pour votre information, pour qu'une bande riveraine soit vraiment efficace, il faut non seulement qu'elle soit composée de plantes plutôt arbustives, on parle vraiment d'arbustes ou de petits arbres, davantage que d'herbacées, et aussi qu'elle soit suffisamment large. Lorsqu'on est dans un secteur avec des pentes de moins de 30%, on préconise en général au moins 10 mètres de largeur pour une bande riveraine, et on monte à 15 mètres de largeur lorsque la pente est supérieure à 30%. La raison étant que plus la pente est élevée, plus l'érosion sera également élevée, donc plus il est important que la bande riveraine soit large pour faire office de barrage de manière efficace. Ces bandes riveraines sont vraiment importantes car elles ont plusieurs rôles, mais vraiment le rôle essentiel, c'est vraiment de faire barrage, de faire dernier barrage même, à l'entrée de nutriments et de contaminants au lac. Elle va à la fois filtrer les nutriments et les polluants qui passent vers elle lors des pluies, permettant ainsi d'en absorber une bonne partie et donc de limiter ainsi les apports nutriments dans le lac. Elle va aussi faire office de barrage à l'érosion, donc limitant également ainsi les apports nutriments. Et en plus de ça, son couvert forestier permet également de garder une eau relativement fraîche dans les pourtours du lac, ce qui est extrêmement important, aussi bien pour limiter la production biologique et donc ainsi l'eutrophisation, mais également limiter les risques d'efflorescence de cyanobactéries. Pour ce qui est maintenant de l'état de santé des tributaires qui alimentent les 3 petits lacs, eh bien dans l'ensemble, leur qualité d'eau est bonne, à l'exception de quelques cas de coliformes fécaux et de conductivité qui des fois dépassaient un peu les valeurs que l'on s'attendrait à avoir dans un lac naturel de la région. Donc ici à droite, vous avez la carte des 3 petits lacs avec les différents points et chaque point représente ainsi une station où passe un tributaire. Quand ils sont verts, ça veut dire que la santé est bonne, on ne dépasse pas les seuils. Et quand ils sont rouges, effectivement, c'est qu'il y a un dépassement. Et donc vous voyez effectivement que en ce qui concerne les coliformes fécaux, le seul tributaire qui prendrait des valeurs au-dessus des seuils recommandés, à savoir, c'était le seuil pour les activités de contact direct avec l'eau, comme par exemple la baignade, ou ainsi que la consommation d'eau. Eh bien, dans le fond, c'est simplement dans le secteur nord-ouest des 3 petits lacs qu'on trouve effectivement des problèmes du coliforme fécaux qui sont plus que probablement liés à des installations septiques autonomes qui ne sont pas optimales dans leur fonctionnement. Pour ce qui est maintenant des nutriments, azote et phosphore, pour l'ensemble des tributaires, les valeurs étaient sous les normes, sous les seuils de contamination, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, de manière sommaire, finalement, la qualité de l'eau des tributaires du lac est bonne, mais malgré tout, elle reste quand même fragile. Pour ce qui est maintenant, pour ces mêmes tributaires de la conductivité, on constate effectivement que sur l'autre flanc du lac, maintenant le flanc est, on observe des valeurs de conductivité et d'ion chlorure qui sont supérieures à ce qu'on pourrait s'attendre dans un lac de la région. Et il est fort probable effectivement que cela est lié à l'épandage de sels de voirie et ou d'abat-poussière sur les routes et les chemins de ce secteur-là. Il faut savoir effectivement qu'il y a notamment le chemin des 3 lacs, mais surtout l'avenue du Tewkesbury qui passe sur le flanc est du lac. Donc il est probable effectivement que l'épandage de sel qui est réalisé durant l'hiver, finit sa course à la fin de cet hiver dans les tributaires qui alimentent les 3 petits lacs et qui donc, in fine, va également finir sa course dans ces derniers. À noter aussi que bien que les sels sont beaucoup épandus sur les routes, il faut aussi penser également que certains citoyens les utilisent notamment dans leur propre cours et que donc on peut aussi agir soi-même en tant que citoyen pour limiter finalement leur utilisation de nos propriétés personnelles.
L'autre point qui est vraiment important à mentionner et qui est un problème assez marqué aux Trois Petits Lacs, c'est le fait que les Trois Petits Lacs sont situés dans un environnement qui est en forte pente. Le relief de la région est certes magnifique et donne des paysages incroyables, mais cela a comme défaut que cela favorise donc l'érosion du sol. Et lorsque justement on commence à développer dans un secteur, qu'on crée davantage de résidences, eh bien ça menace effectivement la stabilité du sol, ça favorise l'érosion, et donc ça favorise également le risque que la matière organique et les nutriments finissent leur course dans les Trois Petits Lacs. Et apportant avec elle ainsi notamment divers nutriments et divers polluants, ce qui va donc accélérer l'eutrophisation et donc de nouveau nuire à la santé des Trois Petits Lacs. Donc pour cela que, comme M. Pett a mentionné préalablement, le développement domiciliaire autour des lacs est vraiment à éviter, surtout sur les terrains qui sont en forte pente. En ce qui concerne maintenant les efforts de conservation, comparé à d'autres lacs de la région, les Trois Petits Lacs a une chance énorme, c'est d'avoir des riverains qui sont vraiment impliqués dans sa préservation. Il y a notamment effectivement l'association des Trois Lacs de Stoneham qui comprend beaucoup de riverains qui, de manière bénévole, sont motivés et s'impliquent à la protection de la qualité de l'eau des Trois Petits Lacs et également de son bassin versant. Si vous voulez d'ailleurs en apprendre plus sur l'ensemble des actions qu'ils réalisent, je vous invite à consulter le 6e épisode de la première saison de l'émission Autrement, qui s'intitulait Ensemble, on peut faire la différence, où l'émission revenait vraiment sur l'ensemble des actions qui sont réalisées dans le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles, et cela inclut également les Trois Petits Lacs et les actions qui y sont menées, comme par exemple la restauration et l'aménagement de l'habitat de Longue de Fontaine. Les Trois Petits Lacs ont encore aujourd'hui la chance d'avoir une eau de bonne qualité et une eau fraîche qui permet effectivement à Longue de Fontaine de prospérer. Cependant, malheureusement, avec la détérioration, comme on a pu le voir, le glissement accéléré des Trois Petits Lacs, eh bien, l'habitat devient de moins en moins optimal pour Longue de Fontaine. Donc, il est important effectivement de mettre en place des processus, des aménagements afin que l'habitat reste le meilleur possible pour celui-ci. Ainsi, par exemple, c'est notamment plusieurs ruisseaux qui ont vu l'aménagement de frayères afin justement de préserver un habitat optimal pour cette espèce recherchée notamment pour la pêche. Maintenant, au vu de toutes ces informations sur finalement l'état de santé des Trois Petits Lacs, la question qui vient en tête, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen afin de préserver au mieux la qualité de l'eau et au mieux pour justement limiter les apports en nutriments et en polluants aux Trois Petits Lacs. Eh bien, il y a plusieurs points sur lesquels on peut assez facilement agir. Tout d'abord, on l'a déjà mentionné, c'est vraiment limiter le développement dans le bassin versant. Qui dit développement dit donc imperméabilisation des sols, qui dit davantage d'érosion, qui dit davantage d'apport de nutriments dans le lac, qui dit donc détérioration de la qualité de l'eau de ce lac. Donc il est vraiment important de limiter au maximum le développement dans le bassin versant et aussi de veiller au bon fonctionnement des installations septiques qui sont déjà existantes. Dans le meilleur des mondes, si on avait maintenant un budget illimité, c'est sûr que l'idéal serait de raccorder toutes les maisons et les résidences au réseau d'égout. Maintenant, il faut être réaliste, ça n'arrivera pas tout de suite, si pas jamais. Et donc, en attendant, on n'a pas le choix effectivement de s'assurer que toutes ces résidences sont sur des installations septiques qui sont fonctionnelles, qui sont optimales, afin de limiter au maximum les apports en nutriments vers les nappes phréatiques et vers les Trois Petits Lacs. Enfin, le dernier point sur lequel on peut facilement agir, ce sont les bandes riveraines, qui, de nouveau, sont de très bonne qualité dans l'ensemble des Trois Petits Lacs, mais malgré tout, elles peuvent être encore dans certains secteurs améliorées, notamment en privilégiant davantage des espèces arbustives, des arbres, des petits arbustes, plutôt que des pelouses qui sont beaucoup moins efficaces pour la rétention et lutter contre l'érosion. Enfin, pour conclure, je vous inviterai également à consulter notre site web, agiro.org, afin de vous intéresser notamment à toutes les actions bénévoles qui sont mises en place par Agiro pour préserver la qualité de l'eau, non seulement dans les Trois Petits Lacs, mais partout dans le secteur, partout dans la région autour du lac Saint-Charles. Cela inclut par exemple des activités de nettoyage des berges, ça inclut également la restauration justement des terrains riverains, ainsi que des programmes de végétalisation des bandes riveraines. Donc si jamais cela vous intéresse,
Je vous invite donc à consulter le site web agiro.org. Merci beaucoup pour votre attention. Et merci à vous deux pour votre présentation. C'était vraiment super intéressant. J'espère que les gens ont appris plein de choses sur ce merveilleux environnement des Trois-Petits-Lacs, qui est un endroit vraiment exceptionnel, je pense, qu'on a dans la région de Québec. Puis je pense que votre présentation a été vraiment très bonne. On n'a même pas de questions du public. Mais je me permettrais une question, moi, par contre, comme on a un peu de temps devant nous. Tout à l'heure, Maxime a parlé de travaux qui ont été faits pour favoriser et améliorer l'habitat du poisson. Puis j'aurais une question pour M. Piette. Je me demandais, par rapport à ça, est-ce que les riverains ont le droit de pêcher? Oui, les propriétaires riverains ont le droit de pêcher. S'ils reçoivent des membres de leur famille, évidemment, ils sont présents sur le terrain à ce moment-là, ils peuvent transférer leur droit de pêche à quelqu'un de leur famille, à condition que le propriétaire soit présent sur son terrain. Alors, ce sont ces gens-là qui contribuent à la construction et à l'entretien des frayères. À chaque année, on fait une corvée. Là, ça sera cette année là, toujours le 3e samedi du mois d'août. Et les gens s'impliquent, sont présents. Ils mettent de l'huile de bras, comme on dit, pour favoriser le plus possible le maintien de la population de truites actuelle. C'est une population qui est indigène. On voit avec les plantes, on voit une baisse d'oxygénation de l'eau. C'est difficile pour les truites. Alors, il faut créer les meilleures conditions possibles. Alors oui, les gens ont le droit de pêcher. Les propriétaires riverains ont le droit de pêcher. Et merci pour votre réponse, M. Piette. Donc, on n'a pas d'autres questions, donc on va conclure la présentation d'aujourd'hui. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous. La prochaine présentation sur notre prochaine carte narrative va avoir lieu le 15 juin et on va avoir le plaisir de vous présenter notre programme de suivi de la qualité de l'eau. Ouais. Donc, c'est une invitation que je lance à tous de venir écouter ça le 15 juin prochain. Ouais. Merci. Oui, allez-y. Oui, je revisais mes notes tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de questions. Il y aurait pu en avoir sur ce sujet-là. J'ajouterais l'importante collaboration des gens de ce secteur-là au maintien de la qualité de l'environnement. Je vous donne un exemple. Les spécialistes d'Agiro nous ont dit lors du dernier diagnostic qu'une des principales sources à l'origine de la détérioration entre 2007 et 2017, c'est le vieillissement des installations septiques autonomes. Alors, la municipalité est au courant de ça et la municipalité, puis ça s'est fait à la grandeur de la municipalité, a caractérisé dans les 2 dernières années autour de 1200 installations septiques autonomes. Il y a des spécialistes qui sont venus sur nos terrains. Les propriétaires vont recevoir dans les prochains mois une fiche personnelle disant dans quel état est leur installation septique autonome. Et nous, on sait qu'il y a un nombre significatif d'installations septiques là, qui ont un petit peu passé date. Alors, ce seront aux spécialistes d'identifier les méthodes de correction, mais la municipalité de Stoneham prend ça très au sérieux. Ils ont, il y a un mois, créé un programme de financement pour le remplacement ou la mise à jour des installations septiques. Ce programme-là est déjà sur le site web de la municipalité et c'est très prometteur. Dans les prochaines années, si on peut, pour stabiliser la situation, il faut remplacer, il faut corriger, il faut améliorer un nombre significatif d'installations septiques. Je vous dirais, historiquement, l'association a été créée en 1973 pour 2 raisons. Pour donner un zonage propice à l'installation des humains dans le secteur. Le service d'urbanisme de Stoneham était juste à ses tout débuts. Mais la deuxième raison, c'est que les 33 habitations présentes à ce moment-là étaient équipées d'installations septiques artisanales. Et effectivement, les premiers tests d'eau montraient une mauvaise qualité d'eau. Alors, les gens ont été obligés, dans 2 ans, de remplacer leurs installations septiques artisanales par des installations septiques commerciales. C'était les premières efficaces. Et aujourd'hui, les installations peuvent être beaucoup plus efficaces quand on répond aux critères. Alors, mais la municipalité prend ça très au sérieux. Il y a un programme très prometteur d'installer. Et moi, c'est sous l'égide complet de la municipalité. Alors, nous, comme association, on va encourager nos membres à participer à ce programme-là. C'est la limite d'une autorité morale comme une association de propriétaires. Et je suis convaincu de la participation des gens du secteur.
Merci Bien, beaucoup. merci. Justement, on a lancé la discussion, puis là, on a d'autres questions qui sont apparues. J'en aurais une pour toi, Maxime. Quelqu'un nous demande, est-ce que les 3 lacs ont fait le suivi de la qualité d'eau à chaque année? Comment ça fonctionne? Non, c'est en général pour les lacs du bassin versant de la Haute-Rivière-Saint-Charles, c'est plus ou moins aux 5 ans idéalement que c'est fait. Mais dans la mesure du possible. Mais malheureusement, le Tempi Lac, ce ne sera pas aux 5 ans qu'il sera fait, mais on espère le faire effectivement dans le futur, dans les prochaines années. Au pire, dans les 10 ans plus tard, donc au pire, ce sera pour 2027, je pense que les Tempi Lac seront de nouveau investigués. Comme complément à cette question-là, je dois dire que via la municipalité, les 3 petits lacs sont inscrits au réseau de surveillance volontaire des lacs, un programme qui relève du ministère de l'Environnement. Donc, si vous allez sur le site web du ministère de l'Environnement, à la section eau, à la section réseau de surveillance volontaire des lacs, alors encore cet été, on est inscrit et c'est financé par la municipalité à des collectes d'eau, d'échantillons d'eau, à l'étude de paramètres physico-chimiques de l'eau, incluant même la transparence de l'eau, et on n'a jamais cessé de le faire depuis 6 ans. Ce sont des gens bénévoles de notre secteur qui le font. Je pense entre autres à Éric Boutet, qui est là depuis 6 ans comme bénévole. Alors, les échantillons sont dirigés dans des laboratoires et c'est étudié. Il y a énormément moins de paramètres que ce qu'un Dianos fait avec Agero aux 5 à 10 ans, mais il y a un suivi à chaque année de paramètres physico-chimiques de l'eau. Et c'est sur le site web, les résultats sont sur le site web non seulement du ministère de l'Environnement, mais aussi sur le site web de l'association. Ah, c'est des bonnes nouvelles. Donc, on va conclure. Je vous remercie encore beaucoup, messieurs, pour votre participation. C'était super intéressant. J'espère que les gens ont apprécié. Puis, à titre informatif, là, ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence de ce midi, on va la rendre disponible sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se donne rendez-vous dans environ un mois pour vous présenter une prochaine carte narrative. Merci beaucoup, Mélanie. Merci.